Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est un monstre sacré de la télévision et de l'information. Il déjeune avec vous à 13 h chaque jour sur TF1 et il a fêté son 30e anniversaire à la tête de son journal le 22 février dernier. Mon invité du jour est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci infiniment. J'aime pas le mot monstre sacré, mais bon. Pourquoi? Parce que je suis pas un monstre sacré, je suis un journaliste, point. Un journaliste qui est là depuis 30 ans. Ouais. C'est fabuleux, vous avez fêté votre 30e anniversaire le 22 février dernier. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Oh ben, beaucoup de fierté, beaucoup de passion pour ce métier. Quand on fait ce métier, c'est parce qu'on est passionné, parce que tous les jours, on impulse le travail de 200 ou 300 personnes pour chaque édition du journal télévisé, que le 13 h, c'est un journal qui me ressemble, c'est un journal qu'on essaie de rendre cohérent pour raconter tous les jours la vie des gens à travers des reportages, et ça implique beaucoup d'organisation, de moyens derrière, avec des reporters passionnés eux aussi, partout en France et dans le monde quand il y a une actualité importante à l'étranger. Donc alors vous nous accueillez ici dans votre bureau, c'est donc ici que le journal se crée? C'est ici et derrière, dans la rédaction du journal 13 h. Le 13 h, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes, avec 2 rédacteurs en chef, moi qui suis responsable du journal, et puis un responsable d'édition, un réalisateur, 2 assistantes, une personne qui est responsable de la coordination avec nos 19 bureaux régionaux, parce que le journal de 13 h est d'abord un journal qui se veut être le journal des régions, tout en regardant bien évidemment attentivement ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, quelle est votre journée type quand vous arrivez le matin Alors, les journées types, ça dépend. Il n'y a pas de journée type parce que c'est ça qui est marrant et c'est pour ça qu'on reste longtemps, c'est parce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. En gros, toute mon équipe arrive vers 7h30 le matin pour préparer le journal du jour, regarder l'actualité de la nuit, etc. Dès 7h30, on a des briefings téléphoniques avec tous nos correspondants en région, avec les services de la rédaction, économie, politique, sport et autres, pour voir quels sont les événements importants qui se sont déroulés depuis la veille, qu'on n'avait pas prévus et qu'on doit rajouter pour les équipes de tournage éventuellement. 8h30, on a une conférence de rédaction avec l'ensemble des services de la maison, services journalistiques et techniques, pour savoir de quoi on a besoin pour le 13 h. Et puis après, tout le monde, les uns vont tourner des reportages, les autres vont les monter, les autres vont chercher des images. À 9h30 à peu près, on élabore un conducteur du journal. C'est alors l'ordre théorique des sujets, le temps, parce que quand la direction de TF1, le chef de chaîne le matin me dit aujourd'hui on a 36 minutes, je dois faire 36 minutes, ni 37, ni 35. Donc il faut calibrer tous nos reportages pour que ça rentre dans ce cadre, parce que si je déborde à 13 h, le 20 h va passer en retard, parce qu'il n'y a pas d'émission en direct l'après-midi. Tout étant enregistré, il faut que la durée soit très précise. Donc ça se fait un peu dans l'improvisation, mais voilà, donc tout le monde bosse le matin, puis l'après-midi, on continue à préparer les journaux du lendemain, les opérations spéciales, les séries magazines, les moyens qu'on met en place pour des événements type Coupe du Monde de football. En ce moment, il y a 14 ou 15 équipes de TF1 qui sont là-bas. Qui va tourner quoi le lendemain? Comment dispose-t-on les équipes? Et tout ça, ça dépend à la fois du journal de 13 h, mais aussi du journal de 20 h, parce que les moyens sont les mêmes pour le 13 h et le 20 h. Donc on se coordonne l'après-midi avec une réunion à 17 h pour savoir de quels moyens les uns et les autres ont besoin. Et chaque édition est autonome dans ses choix éditoriaux. C'est-à-dire que je fais ce que je veux à 13 h, le 20 h fait ce qu'il veut, mais à partir des mêmes moyens. Donc on positionne les équipes pour que tout se passe bien. Et c'est vous qui décidez? Oui. Alors à 13 h, du coup, vous allez sur le plateau et vous n'avez pas de prompteur? Non, je n'ai pas de prompteur, je dicte des textes quand même, j'ai quand même des notes et des textes que je lis, mais je n'ai pas de prompteur parce que c'est un outil qui a plus de 60 ans maintenant, téléprompteur. Je pense que la manière de parler a changé au fil des années. J'ai jamais utilisé de prompteur. J'en utilisais autrefois, il y a 40 ans, quand je présentais le journal du soir, j'avais un prompteur sur TF1. Mais depuis que je suis au 13 h, j'ai pas de prompteur. En plus, ça permet, le prompteur, ça nous oblige à regarder un texte qui défile et on ne peut pas en sortir de ce texte. Alors qu'à 13 h, souvent l'actualité est évolutive, donc le texte change. On reçoit une dépêche à 1h-5, à 1h05, à 1h10. Donc tout ça, je dois calibrer mes textes en fonction de l'actualité pour être... Et sans baisser les yeux à un moment en disant « Ah, j'apprends à l'instant que... » Non, c'est une histoire qu'on raconte, et cette histoire, on la raconte... Je fais des liens entre les sujets, j'écoute les sujets, mais j'ai des lancements écrits quand même, que je dicte entre 11h30 et midi et demi à peu près, avec Lexilo, et avec un assistant qui me les prépare, c'est-à-dire qui est en contact le matin avec tous les reporters. On a 17 ou 18 reportages par jour, donc chacun des reporters donne des éléments de lancement à mon assistant qui s'appelle Mehdi Chevala,
qui les appelle, voilà, tu es où, tu fais quoi, l'événement c'est quoi, et donc c'est un travail de chaque instant. Et puis après, on est soumis à la technique, on peut avoir une panne de voiture qui nous empêchera d'avoir le reportage, on peut avoir un problème de caméra, un problème de fichier informatique, un problème de liaison qui ne passe pas. Donc tout ça, c'est très vivant, et puis l'actualité change tous les jours. Donc le plus difficile dans ce métier, c'est pas de présenter le journal. Quand j'arrive en plateau, mon travail est fini. Le plus difficile, c'est de préparer un journal, c'est de faire des choix, de ne pas se tromper dans ses choix, d'essayer de ne pas se tromper. Donc c'est une remise en cause permanente. Alors je le disais, vous avez fêté vos 30 ans à la tête du journal de 13h. Vous n'avez jamais voulu présenter le 20h? Bah, c'est pareil, hein, c'est le même métier. Mais c'est plus tard. C'est plus tard dans la journée, c'est-à-dire que le 20h a plus de temps pour préparer son journal. Gilles Boulot aujourd'hui, PPDA avant lui, on a plus de temps pour préparer. Ils arrivent vers 9h le matin, 9h30, ils regardent un peu ce que prépare le 13h, ils essaient d'imaginer eux ce que peut être leur journal le soir. Donc ils ont beaucoup de temps pour le préparer. Nous, en fait, le matin, quand on a cette conférence à 8h30, on ne peut pas se tromper, parce qu'on ne peut pas changer d'avis en cours de route. Si un sujet est lancé, je ne peux pas en lancer à 12h30, c'est trop tard. 20h peut de temps en temps partir sur une piste à 9h du matin et s'aperçoit que l'actualité évolue un petit peu, donc peut évolue tout au long de la journée jusqu'au soir. Mais sinon, le travail est exactement le même, l'audience est à peu près la même, on a les deux premiers journaux télévisés d'Europe, 13h et 20h, donc je suis très bien là où je suis. En 30 ans, vous en avez vu des choses. Quel est votre plus beau souvenir? Il n'y a pas un plus beau souvenir quand on suit l'actualité pendant un tiers de siècle. Il se passe des tas de choses, il y a des événements qui sont importants, ça va de la chute du mur de Berlin aux attentats du World Trade Center en passant par je ne sais quoi, enfin des tas d'événements en France. Je ne sais pas, il y a eu 6 élections présidentielles, 3 papes, il y a plein d'événements qui se passent qui sont intéressants, passionnants, 8 Coupes du Monde de football. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un peu l'expérience à chaque fois. On s'alimente, moi je m'alimente, on apprend tous les jours des choses, mais on a quand même une petite expérience derrière. Et voilà, donc tous les événements sont importants. Il n'y a pas un plus bel événement qu'un autre. Il y a des extérieurs, il y a des rencontres avec des gens, des journaux télévisés qui parfois, où l'actualité évolue. Il y a eu au mois de décembre la mort de Johnny Hallyday. Bon, ben, paf, on doit changer tout, on doit construire une édition spéciale, etc. À tout moment, on peut être amené, là, dans 10 secondes, il peut y avoir un événement qui m'oblige à partir en plateau ou à préparer vite une édition spéciale pour être à l'antenne le plus vite possible. Donc, c'est un métier c'est une remise en cause permanente. Et donc, le 22 février 1988, vous êtes arrivé à la tête du journal de 13h, oui, en remplacement de Yves Mourouzi. Oui. Vous pensiez durer aussi longtemps? Bon, on ne peut pas dans ce métier. Dans ce métier, quand on fait un boulot, on essaie de bien le faire le lendemain. Et on ne sait pas si on sera là 2 jours après, donc on ne peut pas s'installer, personne ne s'installe. Quelqu'un qui croirait être installé quelque part, à mon avis, il durerait 8 jours, il serait viré. Enfin, il s'arrêterait de lui-même d'ailleurs. Non, on est là, on fait son travail et on reste tant qu'on a la pêche pour son boulot, tant qu'on a la confiance de son patron et la confiance des téléspectateurs. Donc il y a les 3... Et justement, la confiance des téléspectateurs, 5,1 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est énorme. Comment est-ce que vous avez réussi à cette heure de la journée à réunir... Ça n'est pas énorme, ça a été énorme. Ça a baissé un petit peu avec l'arrivée des chaînes de la TNT. Vous avez des gens maintenant qui vont voir de la musique à 13h. Avant, il n'y avait que TF1, France 2, France 3, donc on était tranquille. On est monté jusqu'à 7,5 millions, 8 millions de téléspectateurs, des records à 11 millions. Aujourd'hui, il en reste 5 sur TF1 et on est content parce que c'est vrai que les autres ont beaucoup plus baissé que nous. Et la part d'audience du journal de 13h est à 40-41% à peu près. Ce qui n'existe plus. Ce qui n'existe plus nulle part ailleurs. Donc il y a une très forte audience, un réel attachement des gens à ce rendez-vous 13h parce qu'on se bagarre pour avoir un journal qui est le meilleur possible. Alors le cœur des régions, ça prend une place énorme dans votre journal. Pourquoi est-ce que justement les régions rencontrent un tel succès à cette heure-ci? Je ne sais pas, parce que les Français aiment bien l'information de proximité, ils aiment bien l'information internationale qui va les concerner, qui va les captiver. Quand il y a un nouveau président américain, on aime bien savoir qui c'est. Quand le président américain rencontre le leader, le dictateur coréen, pour essayer d'éviter une guerre mondiale, ça va intéresser les gens, et ça ce sont des événements qu'on traite bien évidemment dans le journal de 13h, mais on ne fait pas de la diplomatie permanente. Donc en revanche, c'est moi qui ai amené ça il y a 30 ans, on a créé un réseau de correspondants en région pour raconter l'actualité française. On est un journal national, on n'est pas un journal de FR3 Paris-Île-de-France, on est un journal national, donc je dois m'intéresser autant à ce qui se passe à Paris qu'à Marseille, à Strasbourg, à Dunkerque ou à Biarritz. Donc on a mis en place des moyens pour raconter cette actualité
On a été les premiers à le faire, maintenant tous les autres l'ont fait aussi. Et donc je suis content de ça. Donc c'est un journal qui se veut être un journal national. Paris étant une région. Et alors maintenant, pour parler de cette saison, quel bilan vous dressez de cette saison qui va s'achever? De la saison, là, de cette saison, oh, elle n'est pas terminée. Septembre à juin, on va dire. Elle a été riche, et avec entre mes 30 ans, le journal spécial que m'ont concocté mes petits camarades, ce jour-là c'était sympa. L'interview du président de la République, c'est la première fois depuis que je suis là que je réussis à convaincre un président de la République de venir dans mon journal avec mes reportages. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'un président accepte d'être confronté à des reportages. C'est pas une interview statique. Et puis en plus, correspond dans la logique du journal de 13 heures, dans une petite école à Perduis, où nous étions ce jour-là avec Emmanuel Macron. Il a accepté de répondre aux critiques qui étaient formulées dans les reportages. C'était, à mon avis, un bon journal et une bonne interview. Donc j'étais content. Il y a eu aussi l'élection du plus beau marché de France. Alors ça, c'est une autre opération. On a plein d'opérations dans le journal. On fait une opération qui s'appelle SOS Village pour la redynamisation du commerce en milieu rural. On a créé quelques centaines de commerces depuis une dizaine d'années qu'on fait ça. Et puis cette année, j'ai lancé l'élection du plus beau marché de France pour essayer de s'amuser un petit peu, de motiver les gens sur un truc qui est très à la mode, c'est les circuits courts. De plus en plus de gens essaient d'acheter des produits directement aux producteurs, des produits de qualité, et les marchés ont toujours un énorme succès. Autant le commerce a des difficultés en milieu rural, autant les marchés fonctionnent très très bien et de mieux en mieux. Donc on a voulu montrer ça à travers l'élection du plus beau marché de France, avec une édition spéciale chez le vainqueur à Sanary. Et on a décidé de renouveler l'opération l'année prochaine à partir du mois de février. Bien, très bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oh ben rien, de faire un bon journal tout à l'heure, et puis d'avoir une belle Coupe du Monde de football, de bien traiter l'actu et de ne pas se tromper. Donc c'est l'inquiétude, mon inquiétude, c'est pour l'avenir. L'avenir pour moi, c'est le journal de demain. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre Pernaut d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir.